En direct de Charlottetown, île du Prince-Édouard, Radio-Canada vous présente le reportage des 7e Jeux d'hiver du Canada. Bon après-midi, mesdames, messieurs, d'un bout à l'autre du pays. Ce sont les 7e Jeux d'hiver du Canada. Tout ça a commencé en 1967. C'était à Québec. Et à tous les 2 ans, il y a des Jeux d'été puis des Jeux d'hiver, et comme ça, en alternance. C'est la dernière province, l'île du Prince-Édouard, à présenter les Jeux d'hiver. Toutes les autres les ont présentés au moins une fois, soit d'été, soit d'hiver. Et c'est une première parce que, de toute l'histoire des Jeux, c'est la première fois qu'on accorde des Jeux à une province et non pas à une ville, comme c'était le cas auparavant. Ça s'explique du fait que l'île du Prince-Édouard, c'est tout petit, 145 km d'une extrémité à l'autre, c'est-à-dire de l'est à l'ouest, et à peine 40 km du nord au sud. Charlottetown en est le chef-lieu, mais il y a d'autres municipalités comme Summerside où seront présentées plusieurs des compétitions. 9 disciplines lors de cette première semaine d'activité qui commencera demain, qui se terminera samedi prochain. Il y a relâche, puis une deuxième semaine avec 10 autres disciplines, donc 19 en tout. Au cours de ces reportages, j'aurai plaisir de travailler en compagnie de 3 de mes camarades. Marie-Josée Turcotte, qui a déjà couvert les Olympiques de Séoul et de Calgary, et aussi les Jeux du Commonwealth à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et plusieurs Jeux du Canada et du Québec. Donc, bienvenue Marie-Josée, on aura le plaisir de travailler ensemble. Ensuite, Gordon Sawyer. Gordon qui a couvert les Jeux du Commonwealth à Auckland tout récemment, c'était en 90, ainsi que les Jeux du Canada à Saskatoon, et qui se joint à notre équipe pour couvrir ces Jeux d'hiver du Canada. Et le plus récent arrivé, Jean-Philippe Peretti, notre camarade de Radio-Canada Télévision à Moncton, au Nouveau-Brunswick, qui a déjà couvert les Jeux de l'Acadie, donc qui connaît bien ce coin de pays. Avec ces 3 commentateurs, j'aurai le plaisir de vous présenter ces reportages tous les soirs à minuit, heure de l'Est, des reportages dont la durée variera entre 30 minutes et 60 minutes selon l'importance des événements et des compétitions. Je vous ai parlé brièvement il y a un moment de la capitale, Charlottetown. Gordon Sawyer a bien voulu la visiter. Pour nous, voici son reportage. La plus petite capitale provinciale du Canada a pour nom Charlottetown, que l'on prénomme également le berceau de la Confédération. C'est ici, en plein cœur du centre-ville, rue Grafton, que se trouve le principal édifice moderne, le centre commémoratif de la Confédération, construit au coût de 6 millions de dollars en 1964 pour souligner le 100e anniversaire historique des pères de la Confédération. À l'intérieur, le musée et la galerie d'art comportent 4 salles d'exposition. L'une d'elles renferme plus de 1500 œuvres d'artistes canadiens contemporains, parmi lesquelles on peut admirer celles de Robert Harris et Jean-Paul Lemieux. À proximité, un théâtre de 1100 places où l'on présente chaque été à guichet fermé un classique, Anne, la maison au pignon vert, une œuvre littéraire écrite par la romancière de l'île Lucy Maud Montgomery. La maison Green Gables, située à Cavendish, sur la côte nord de la province, est d'ailleurs l'une des curiosités touristiques les plus visitées de l'île, dont la population s'établit à 128 000 personnes. À Charlottetown, on retrouve 35 000 insulaires. Et à quelques pas du centre de la Confédération se situe la maison provinciale, qui renferme une partie importante du passé historique de la ville. En septembre 1864, à l'occasion de la conférence de Charlottetown, 8 délégués canadiens, surnommés les Pères de la Confédération, ont soumis leur projet en faveur d'un regroupement de toutes les colonies britanniques. Et c'est ici, dans la salle de la Confédération, qu'a été débattue la création de l'État fédéral. On a redonné à cette salle son apparence d'origine et on peut même y voir plusieurs des meubles qui s'y trouvaient à l'époque. Et dans le même secteur se dresse la première église anglicane établie à l'île du Prince-Édouard, celle de St. Paul's. Vieille de plus de 100 ans, l'église de St. Paul's est une véritable œuvre d'art. C'est d'abord le plafond qui retient l'attention, avec son style en voûte d'arête dont le revêtement est fait de morceaux étroits posés avec une grande précision. Non loin de là se trouve l'emplacement de l'hôtel de ville de Charlottetown, un bâtiment de style néo-roman édifié en 1888, soit 33 ans après l'incorporation de la ville. Côté académique, Charlottetown offre des cours universitaires depuis 1969. Cette année, ils sont 2300 étudiants inscrits à temps plein. Le site comprend 8 édifices académiques et 3 résidences où sont d'ailleurs logés tous les athlètes et accompagnateurs, soit l'équivalent de 1500 par semaine. Bref, si Charlottetown a tant à offrir à tous les points de vue, le parc historique national de Fort Amherst figure depuis longtemps parmi les attractions.
Ici, à Rocky Point, de l'autre côté du port de la ville, on y revit chaque été une page de l'histoire du 18e siècle, au moment où l'île de Saint-Jean et Port-la-Joie tombèrent successivement entre les mains des Français et des Anglais. Pendant la saison estivale, un centre d'accueil attend les visiteurs qui auront une vue d'ensemble sur le port de Charlottetown et sur la baie. En terminant ce court aperçu de Charlottetown, qu'il suffise de souligner que 3 services de traversier relient l'île du Prince-Édouard à ses provinces voisines, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et les îles de la Madeleine au Québec. L'été, la liaison est assurée à partir de Charlottetown, tandis que l'hiver, les départs se font tout près, à Borden. De puissants traversiers brise-glace permettent de maintenir le service qui varie de 9 à 19 traversées quotidiennes. Le plus important traversier peut accommoder 250 voitures et 900 passagers. La distance à franchir est de 14 km, ce qui nécessite environ 45 minutes. Lors des Jeux de 71 à Saskatoon, en Saskatchewan, il y avait un problème de terre. On voulait présenter du ski alpin, sauf qu'il n'y avait pas de pente. Alors, on a réglé le problème, on a construit une pente et on a présenté des épreuves de ski parallèles. Ici, dans l'île du Prince-Édouard, il n'y en a pas de pente non plus et on n'a pas les moyens d'en construire une. Donc, pas de ski alpin. Et pour remplacer le ski alpin, on présentera du biathlon. C'est du ski de fond et évidemment, c'est une discipline olympique très populaire dans les pays nordiques, les pays scandinaves, entre autres. Et il y a du tir, évidemment, qui accompagne le ski de fond. Il y aura des compétitions pour les filles et pour les garçons. 3 épreuves de chaque côté. Dans les 2 cas, un relais, 4 fois 7 km et demi, des médailles pour tout le monde. Il y aura 2 sprints, un de 7 km et demi chez les filles, de 10 km chez les hommes. Et finalement, une épreuve individuelle de 15 km chez les hommes et de 10 km chez les filles. Toutes les provinces ainsi que les 2 territoires participent à cette épreuve du biathlon. C'est la première fois qu'on inscrit cette discipline au programme des Jeux d'hiver du Canada. Les favoris, le Québec, entre autres, nous dit-on, est une des provinces fortes en biathlon. Mais il y aura une belle opposition qui viendra de l'Ontario. Un phare qui s'avance dans le détroit de Northumberland. Il nous indique les côtes de Summerside. Petit port d'où les pommes de terre de l'île du Prince-Édouard partent en voyage vers les autres provinces du Canada, vers les États ou encore vers le Venezuela. En été, on y pêche le homard. En hiver, le poisson qui veut bien mordre à l'hameçon. Summerside, c'est le centre commercial de tous les villages avoisinants. Avec sa population de 8000 habitants, Summerside est la 2e ville en importance de l'île du Prince-Édouard. En marchant dans ses rues, on y découvre ses vieilles et superbes maisons de bois. C'est d'ici que nous allons couvrir la nage synchronisée. Et dans ce sport, c'est pas vraiment compliqué. À part les Jeux de 1983 à Chicoutimi, c'est toujours le Québec qui a dominé. Et l'équipe québécoise qui sera ici à l'île du Prince-Édouard ne devrait pas faire exception à cette tradition. C'est une équipe pleine de talent, 8 jeunes femmes qui viennent toutes de la région de Montréal, issues de 2 clubs, Camo et West Island. Maintenant, le Stade Cahill, lui, sera le témoin muet d'une grande page d'histoire, puisque pour la première fois aux Jeux du Canada, on va présenter du hockey féminin. Pour la médaille d'or, 3 équipes sont pressenties, soit l'Alberta, l'Ontario et le Québec. Et dans le cas du Québec, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hockey mineur féminin. Les jeunes filles qui sont ici sont presque toutes issues du hockey mineur masculin. Elles jouent dans des équipes Bantam et Pee-Wee 2A. Sûrement du très bon hockey en perspective. Et nous pourrons vérifier tout cela dès demain, puisque les compétitions commencent. Sur un budget de 26 millions de dollars, c'est plus de la moitié qui a servi à la construction de ce magnifique amphithéâtre, ce très beau colisée que l'on a appelé le Centre communautaire de Charlottetown. Et c'est d'ailleurs ici que seront présentées un grand nombre de disciplines. On pense entre autres au hockey masculin qui, traditionnellement, est la discipline la plus courue des Jeux d'hiver du Canada. Et si on se rappelle, depuis les premiers Jeux, c'était à Québec en 1967, eh bien, l'Ontario et l'Alberta se sont imposés en remportant 2 médailles d'or chacune au hockey, alors que le Québec a dominé, c'était en 1987 au Cap-Breton.
À surveiller cette année, encore une fois, la Colombie-Britannique, qui représente toujours une menace et qui bataillera ferme pour l'obtention d'une première médaille d'or. C'est également ici qu'auront lieu les épreuves de judo, largement dominées par la province de Québec depuis 1971. On parle ici de 16 titres individuels ou encore par équipe obtenus par les Québécois. Et comme d'habitude, on prévoit que l'une des principales oppositions viendra de la Colombie-Britannique, où la forte concentration d'athlètes d'origine asiatique a fait du judo un sport de prédilection et avec passablement de succès. À prévoir donc une lutte Québec-Colombie-Britannique. Et ce sera la deuxième fois que la gymnastique rythmique sera présentée dans le cadre des Jeux d'hiver du Canada. Un superbe sport qui demande, bien sûr, beaucoup de souplesse, un sens du rythme certain, également beaucoup d'audace et qui est toujours fort prisé par les amateurs, par les spectateurs. À noter que l'île du Prince-Édouard prendra part pour la première fois à cette compétition en gymnastique rythmique, traditionnellement dominée par les Ontariennes, surtout les Torontoises. Nous sommes présentement devant le tout nouveau centre sportif Young, situé sur le campus de l'Université de l'île du Prince-Édouard à Charlottetown. C'est ici qu'auront lieu les compétitions de badminton auxquelles nous assisterons en compagnie de Francis Millien. Les 10 provinces canadiennes ainsi que les 2 territoires y prennent part. Il y aura des épreuves en simple masculin et féminin, double masculin, double féminin et double mixte. À noter que c'est l'Ontario qui est la championne en titre. Nous assisterons également aux compétitions d'escrime qui fait un retour aux Jeux d'hiver du Canada cette année. Les dernières compétitions d'escrime ont eu lieu à Brandon, au Manitoba, lors des Jeux de 1979. Cette année, notre analyste sera Gérald Hubert. En sa compagnie, nous assisterons aux épreuves à l'épée, au sabre et au fleuret chez les hommes, alors que chez les dames, il n'y aura que 2 épreuves, soit le fleuret et pour la première fois l'épée. Les 10 provinces canadiennes y participent. C'est le Québec qui avait tout raflé lors des Jeux de 1979.